Mercredi 22 mai, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Actu en débat, votre émission hebdomadaire qui vous décrypte toute l'actualité en 26 minutes. Ce soir, deux grands thèmes retiennent notre attention. Nous allons d'abord parler de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel qui, selon les mots de notre ministre de la Défense, est officiellement née. Ensuite, nous allons parler justice politique avec cette affaire pour le parti Sadi aux fins de dissolution, finalement dont le verdict a été rendu ce lundi. Nous allons développer ces thèmes avec mes deux invités. D'abord, M. Mokhtar Sow, directeur de publication de Malikile. Bonsoir, M. Sow. Bonsoir, M. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et en face de vous, un habitué, M. Laya Diarra du Soir de Bamako. Bonsoir, M. Diarra. Bonsoir, M. Diarra. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, je vous le disais tout de suite en titre, et là, ce sont les mots de notre ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Nous pouvons considérer officiellement que la Confédération des États de l'Alliance du Sahel est née. C'était le 17 mai dernier, à la suite d'une réunion des ministres des Affaires étrangères à Niamey, au Niger, qu'il a prononcé ces mots. Une première question pour vous, M. Sow. Est-ce que vous sentez cette Confédération des États du Sahel? Oui, moi je le sens parce que quand on regarde la situation actuelle des trois pays et en lien avec la communauté internationale, leur union est pratiquement indispensable pour pouvoir aller de l'avant et puis certainement trouver une autre façon de négocier sous un autre angle avec cette communauté internationale, y compris la CEDEAO, bien sûr. Donc, pour moi, cette étape était une nécessité pour pouvoir avancer. Très bien. Alors, vous avez parlé de négociations. Justement, je vais faire réagir M. Diarra là-dessus. Est-ce que vous estimez que cette confédération, une fois mise en place, qui prend du poids, ça peut conduire à une guerre des blocs, entre guillemets, entre la confédération de l'AES et la CEDEAO? Indéniablement, parce qu'au regard de la posture adoptée par les États qui ont créé cette alliance, en tout cas, après lecture de la situation, je me dis que difficilement ces gens vont essayer de faire marche arrière, malgré en tout cas les appels et les supplications à réintégrer la CEDEAO. La réunion de Niamey, je crois que c'est une étape importante dans la marche, parce qu'elle fait suite quand même aux réunions des ministres des ministres de l'économie et des finances, des ministres des Affaires étrangères et des ministres des trois pays, à Ouaga, et à Niamey et à Bamako. Je crois que l'objectif, c'est pour valider les avant-projets de texte qui ont aussi, puisque la rencontre de Niamey aussi avait été précédée d'une rencontre de hauts fonctionnaires. Donc, ce sont les documents qui ont été élaborés, qui ont été soumis à l'appréciation des ministres, qui vont valider et même ça constitue une rencontre préparatoire du sommet des chefs d'État. Justement, c'est la dernière étape du sommet des chefs d'État afin de valider et de mettre véritablement sur les rails cette confédération. Je voulais savoir, M. Sow, est-ce que vous estimez, d'abord le ministre des Affaires étrangères du Niger a dit que cette confédération, c'est pour permettre à ce que les États puissent régler des problèmes qu'ils ne pourraient pas régler tout seuls s'ils étaient tout seuls. Alors, sur le plan sécuritaire, on voit déjà qu'il y a certaines avancées, il y a notamment des opérations conjointes qui ont été menées. Et sur le plan économique, est-ce que vous pensez que on a les leviers véritablement pour régler les défis économiques, notamment ici au Mali, où on a un sérieux problème énergétique? Oui, je pense que c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. En fait, cette étape était nécessaire justement pour faire face à un certain nombre de choses. D'ailleurs, la CEDEAO a dit, quand elle a été contactée par, je crois que c'est le Niger, le Burkina, pardon,
au nom des autres pays, le Burkina avait pris en compte la volonté des autres pays à se retirer. La CEDEAO a répondu pour dire non, vous ne pouvez pas parler au nom d'autres pays, vous parlez seulement au nom de votre pays. C'est parce que juridiquement, l'AES n'était pas créée. Donc, c'est cette étape qui vient d'être atteinte. Et je pense que c'est à partir de là qu'on peut parler au nom de l'AES. On ne peut pas parler seulement au nom du Mali ou du Burkina ou du Niger. Et de l'autre côté, il faut s'attendre à des difficultés parce qu'en face, la CEDEAO n'est toujours pas d'accord. La CEDEAO, pas plus tard que cette semaine, le président Tinubu disait au président sénégalais de prendre des mesures pour faire retourner les présidents, enfin les autres pays, les 3 pays de l'AES au sein de la grande famille de la CEDEAO. Ça veut dire que je vois beaucoup plus ça comme un dialogue, une discussion de part et d'autre pour pouvoir retrouver une union. Mais je suis sûr que, comme le grand frère Laya l'a dit, ces pays-là de l'AES, ils voient beaucoup plus autrement les choses. Je pense qu'ils vont beaucoup plus préférer une relation diplomatique entre l'AES et la CEDEAO qu'une relation de ces 3 pays au sein de la CEDEAO. Donc, quand on réfléchit à tout ça, économiquement, vous l'avez dit, ça va être extrêmement difficile quand même que les autres pays puissent impacter économiquement sur le Mali parce que eux-mêmes ils se cherchent. Mais je crois que, au contraire, je crains fort que ces projets de l'AES puissent avoir un handicap à cause des questions, des difficultés économiques, parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, les Burkina, par exemple, qui travaillent beaucoup plus sur les différents intérêts qu'ils peuvent avoir ici et là, à gauche et à droite, avec quel que soit le pays que vous pouvez imaginer, pour avoir son intérêt dedans. Donc, si le Burkina fait ça, les Niger aussi, vous avez vu, le Premier ministre a réussi à élever un fonds conséquent pour aider son pays. Le Mali, tout récemment, a fait un retour au niveau du FMI et de la Banque mondiale pour chercher, même si ce que nous, on a eu, c'était vraiment insignifiant par rapport à ce que les autres ont eu. Donc, s'il faut continuer à chercher à gauche et à droite de façon individuelle et essayer de développer l'AES, et nous, notre problème, c'est par rapport à notre ministre de l'économie et des finances, qui continue à lever des fonds sur l'espace UEMOA. Donc, on ne peut pas vouloir quitter une ville, par exemple, on ne peut pas vouloir quitter Bamako pour New York pour un long séjour. Et avant de partir, on passe chez chaque voisin pour aller chercher un crédit et tout ça, un peu de prêt ici et là. Donc en partant, les gars, ils vont dire, mais attends, tu pars, comment nous on aura notre argent? Donc je pense qu'il y a un certain nombre de situations à régler sur le plan économique pour voir comment est-ce qu'on peut évoluer. Alors, justement, sur le plan économique, j'en reviens un peu à ma question sur la guerre des blocs, peut-être pas en ce sens, mais est-ce qu'il n'est pas plus simple d'aller chercher des financements au nom de la CEDEAO, sachant qu'il y a des États au sein de la CEDEAO qui ont plus de poids économique, plus de stabilité, que d'aller chercher un financement au nom de l'AES qui, aux yeux des bailleurs, peuvent paraître comme 3 pays qui font face au terrorisme, qui ont de grandes difficultés économiques. Donc, beaucoup plus compliqué quand même. Oui, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec vraiment cette idée parce que la CEDEAO, quoi qu'on dise, quand même, en termes de poids, a plus de poids que l'AES. L'AES, c'est 3 pays, 3 pauvres pays, il faut le dire. Il faut appeler le chat par le chat. Les pays n'ayant aucun débouché sur la mer. Et aujourd'hui, vous voyez comment l'économie de ces 3 pays est plombée, malgré, en tout cas, les acrobaties, les pirouettes que l'on fait pour résister. Et il est quand même beaucoup plus sciant. Et en termes de poids, comme tu l'as dit, on a plus de crédit dans la CEDEAO que dans l'AES. Mais au regard de la dynamique enclenchée par les États, je crois que ce serait même une gêne. Nous éprouvons de la gêne à adopter une démarche contraire à la logique de l'AES. C'est pour ça que je dis, bon,
ça va être vraiment difficile, hein? Ça va être difficile pour les États, mais ils vont se débattre. Ils vont se débattre pour faire face quand même aux difficultés. Je crois que c'est comme ça que Alors, j'aimerais savoir pour les populations aussi en elles-mêmes, parce que ça, ce sont des décisions qui sont prises à un haut niveau. On ne sent pas vraiment au sein de la population qu'on est en train d'entrer dans une confédération avec le Burkina, avec le Niger, même si on voit que sur les réseaux sociaux, quand même, il y a un peu plus de commentaires de la part de Burkinabés sur ce qui se passe au Mali, de Maliens qui commentent ce qui se passe au Burkina, mais est-ce qu'on sent véritablement cette interconnexion entre les populations? Si. En fait, d'ailleurs, au cours du dialogue intermalien, il en a été question plusieurs fois. Bon, d'ailleurs, moi, je n'ai pas vu trop des recommandations dans ce sens, alors qu'il en a été des sujets houleux même dans la salle. C'est quoi? C'est que au niveau des frontières, les populations préfèrent avoir une large facilité de mobilité sans qu'il y ait autant de contrôle, surtout les raquettes qui se font au niveau des frontières et tout ça. Ils ont demandé à ce que cela soit arrêté, que les autorités prennent des mesures pour que cela puisse être arrêté. Au-delà de ça, quand on demande, par exemple, lors du dialogue intermalien, quand on demande une prorogation de la transition, je pense que ça tient compte de tout ça parce que la transition, les autorités de la transition, ils ont une démarche, ils ont une trajectoire qui, pour le moment, en tout cas en ce qui concerne les participants du dialogue, embrassent sérieusement et ils préfèrent que cette transition puisse aller jusqu'au fond des idées ou de la trajectoire qu'ils ont créée. Et pour ce faire, ils ont demandé une prorogation de la transition. Bon, et d'ailleurs, dans la tête de certains, il faut même aller au-delà. Il faut la candidature du président pour que la politique qu'il a commencé puisse le continuer. Donc, quand on réfléchit à tout ça, on sent qu'il y a un certain soutien autour de ces différents projets-là. Ça ne concerne pas que l'AES, ça concerne d'autres projets intérieurs du Mali. Donc, quand on réfléchit à tout ça, on peut passer à ça. Maintenant, en ce qui concerne les relations AES, questions économiques, et puis moi, je crois qu'il faut être un peu plus vigilant parce que la CEDEAO a fait des promesses. Hein. Je pense qu'il y a environ 2 promesses pour dire qu'on va donner tel montant aux États du Sahel. Ils ont dit États du Sahel pour combattre les terroristes. On n'a jamais vu ces montants-là. Je pense que ça fait des milliards. On les a pas vus. Et ensuite, tout récemment, encore une autre promesse est venue. Encore, je pense que c'est pour les questions de développement énergétique et tout ça. Mais tout ce qu'on a eu, c'est plutôt l'appui du FMI et de la Banque mondiale. Donc, pour moi, la CEDEAO est lourde. Pour le moment, moi, je ne vois pas, il n'y a que des promesses creuses. Bon, je peux réagir sur cette assertion. Vous avez parlé de promesses faites par la CEDEAO. Et vous savez, la CEDEAO a fait cette promesse dans un contexte déjà où la dynamique de l'AES est enclenchée. Elle a dit, qu'est-ce qui justifie la création de l'AES si ce n'est pas des raisons de sécurité? Parce que ce sont les 3 pays qui sont aujourd'hui victimes de la crise sécuritaire créée par les terroristes. Leurs acolytes. Au sein de la CEDEAO, on a le Nigeria aussi. Nigeria, mais aujourd'hui, les États du Sahel sont beaucoup plus frappés par ce problème que le Nigeria. Le Nigeria vit le phénomène de Boko Haram depuis des années, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le terrorisme, on ne voit que ça, que dans le Sahel, c'est à la limite de la zone de 3 frontières, le Mali, le Burkina, le Niger, et une partie du Tchad. Aujourd'hui, le Tchad est épargné. La limite. Et si au moment où la CEDEAO a fait cet engagement, tu vois que les gens ont commencé à susurrer. On dit que bon, voilà, c'est maintenant qu'on a décidé de quitter la CEDEAO qu'elle fait cette promesse-là. C'est pour qu'on est en train de les infantiliser. Comme les enfants auxquels on donne des sucettes là, pour juste les contenter et nous faire revenir. Je crois que ce n'est pas ça. Et c'est vrai, elle a traîné les pas dans l'appui aux États
à combattre le phénomène terroriste. Mais il faut dire aussi que, quelque part, les pays aussi doivent s'interroger sur leur responsabilité à créer les conditions pour assurer leur propre sécurité intérieure. Avant de demander l'appui des autres, vous disposez d'une armée qui doit être dotée de tous les moyens pour assurer la défense, en tout cas du territoire. Et les États ont failli. C'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger ont failli. Et si les armées étaient fortes, avaient mutualisé leurs efforts, moi je crois qu'on n'avait même pas besoin de l'appui des autres pour nous défendre. Et la venue d'autres acteurs est venue compliquer la situation. Parce qu'avant l'arrivée de l'aménagement et de Barkhane et autres, la situation n'était pas aussi dégradée que ça. Et c'est pendant leur présence même que la situation s'est dégradée. Et donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une nette amélioration puisque les 3 États sont en train de mutualiser les efforts pour combattre. Et ça donne des résultats extraordinaires. Je crois que ma réaction s'explique par le reproche que tu fais à la CEDEAO en disant que la CEDEAO a fait des promesses, mais on n'a rien vu. Bon, c'est une promesse, c'est pas parce qu'ils disent que donc, on va faire ça que le lendemain, il faut s'attendre vraiment à encaisser les sous, quoi. Je crois que les choses ne se passent pas comme ça, quoi. Compris, ça peut prendre du temps. Alors, on va passer au deuxième thème de la soirée rapidement. Cela fait plusieurs mois que le dossier était instruit au niveau de la justice. C'était le ministère de l'administration territoriale représenté par le contentieux de l'État qui avait introduit une requête auprès de la justice aux fins de dissolution du parti SADI, le parti de Dr Oumar Mariko, après plusieurs mois de report. Finalement, le verdict a été rendu ce lundi et le contentieux de l'État, donc le ministère de l'administration territoriale, a été débouté. D'après la terminologie employée, la requête a été mal formée, après ce qui a été dit. Alors, une victoire donc pour le parti SADI. Une première question pour vous, M. Sow. Est-ce que vous avez été surpris par ce verdict? Parce que beaucoup d'observateurs estimaient que le parti allait être dissous. Non, moi, je ne suis pas surpris. Et moi, je n'ai pas vu la décision de justice. Mais vous venez de dire un élément extrêmement important, et j'espère que vous n'avez pas fait d'erreur. Si c'est exactement ce qui s'est passé, ça veut dire que le tribunal n'a même pas statué sur le fond. Ça veut dire que le tribunal a statué sur la forme. Et si c'est sur la forme, il suffit seulement pour le contentieux de l'État de reprendre la procédure, à corriger les erreurs de forme qui ont été signalées. Et maintenant, le tribunal va statuer sur les fonds. Pour moi, la justice, c'est tout à fait normal. Hein. On peut gagner un procès, comme on peut perdre. Il peut faire appel de ces dossiers-là, ça peut monter. On ne sait pas ce qui va se passer là-bas. Donc, pour moi, à ces niveaux, c'est vraiment... Pour moi, hein, c'est un non-événement. Non, c'est un non-événement. Il y a une procédure en justice, il y a eu les juges ont considéré qu'il y a des failles dans la procédure. Ils ont dit, bon, sur cette base-là, nous restons à votre demande. Donc, c'est à vous d'aller réparer ces failles à revenir. Maintenant, si c'est dans le fond que l'État est débouté, en ce moment, on peut se dire que, mais attention, comment se fait-il que l'État peut prendre une telle décision qui est d'une très grande importance pour aller avec une légèreté aussi conséquente pour aller en justice et puis se faire débouter comme ça, comme si... Non, c'est pas possible. Je pense que s'il y a des reproches à faire, c'est que ces reproches-là sont sérieuses et sont sérieux et qu'il faut les analyser avec beaucoup plus d'attention. Maintenant, en ce qui concerne cette étape-là, on va plutôt observer qu'est-ce que l'État va faire. Est-ce qu'ils vont revenir ou bien ils vont faire appel ou bien ils vont revenir devant les mêmes juges avec des nouveaux arguments et avec les formules ou même avec les mêmes arguments, avec des corrections de forme qui ont été décelées par le tribunal. Ok. Est-ce que pour vous, ce dossier est clos? Ou est-ce que, comme à ce stade, on ne peut pas dire que c'est clos, parce qu'une affaire judiciaire, quand une affaire est portée devant la justice, c'est une procédure. On est déjà à la première phase, la première étape, qui est le verdict du tribunal.
et vous lui posez la question de savoir s'il a été surpris par la décision. Moi, personnellement, j'étais surpris parce que je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais le moins, quoi. Parce que je me dis, bon, sous cette transition, ce n'est pas évident que les choses se passent comme ça, quoi. J'étais quand même, j'avais des inquiétudes très fortes. Je dis que ça n'est fini pour le parti. Mais quand j'ai entendu le verdict, là, j'ai dit ouf, c'est quand même le triomphe de la justice, c'est une victoire du parti Sadi. Mais la procédure peut continuer, puisque après ce verdict, le contentieux peut faire appel à la décision et aller au niveau supérieur, puisque c'est quand un jugement tombe, tu fais appel. Maintenant, même au niveau de l'appel, tu n'es pas content, tu fais un pourvoi en cassation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'autres étapes. Mais on espère bien que le contentieux ne va pas faire appel de la décision. Et c'est ce qui a été exprimé. Même au tombé du verdict, des acteurs politiques se sont prononcés en invitant le contentieux à ne pas faire appel, à rester la procédure telle que quoi. Et je crois que même Dr Oumar Mariko, par ce que j'ai entendu à travers la presse internationale, je crois que lui-même se disait qu'il est surpris, parce que d'abord, dans un premier temps, il se dit que est-ce que le tribunal ne va pas se déclarer incompétent, en tout cas pour ce dossier. Mais heureusement ou malheureusement, le tribunal a rendu un verdict débouté. Toutefois, il a salué dans son intervention une victoire de la démocratie. Quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Absolument, absolument. Parce que le parti Sadi, ce n'est pas un parti né hier. C'est un parti qui est né il y a au moins une trentaine d'années. Et c'est un parti aussi qui a été à tous les rendez-vous du Mali. Donc, faire disparaître un parti comme ça, moi je crois que les autres acteurs aussi doivent se poser la question s'ils sont à l'abri. Mais s'ils sont à l'abri, oui. Non, je ne suis pas d'accord. En fait, c'est vrai, c'est la démocratie qui l'emporte, mais pas parce que le parti Sadi a été sauvé. La démocratie l'emporte parce que la justice a pris ses responsabilités et que ça prouve, sous un autre angle, que, contrairement aux préjugés, y compris les préjugés du grand frère, parce que lui, il a fait un ouf de soulagement, et que il n'y a pas d'épée de Damoclès sur la tête des juges quand ils prennent une décision. Au contraire, j'espère que ça va faire jurisprudence pour que les autres juges pensent que se rendent compte que toute décision qu'ils vont prendre, c'est en toute indépendance et que l'État n'est pas prêt à se mêler des décisions qu'ils vont prendre. Premièrement. Deuxièmement, et le ministère de l'administration territoriale a fait cette procédure avec les contentieux de l'État sur la base d'un certain nombre de réflexions, de consultations et autres. Et je ne pense pas que ce soit aussi léger que les gens pensent que c'est justement sur une claquette de doigts qu'un parti va dire non, même pas. Au contraire, je pense que le parti doit s'inquiéter et doit chercher à résoudre, bien sûr, avec son partenaire qui est l'État, les difficultés, les contentieux qu'ils ont, avant que le dossier ne puisse avancer. Parce que si c'est seulement les questions de forme qui ont été jugées par les tribunaux, les questions de fond peuvent donner autre résultat que pas ça. Oui, bon, tu sais que depuis le début de cette procédure, je me suis dit, demander tout de suite la dissolution d'un parti, je crois que c'est trop demandé. Parce que, pas tout de suite. Non, quand sur la base de la charte des partis, je crois qu'il y a des paliers de sanctions. On peut suspendre le parti. Non, on peut suspendre le parti, mais demander la dissolution. Non, il n'y a pas besoin de faire non, c'est aller immédiatement à la dissolution du parti. Moi, je crois que c'est à trois niveaux. Moi, je crois que c'est trop. En tout cas, moi, je trouve que c'est une décision extrême. On aurait dû passer par d'autres étapes, et surtout que il ne faut pas lier le parti à la personne de Oumar. Oumar est membre fondateur du parti, mais Oumar n'est pas le propriétaire du parti. C'est ça le problème. Est-ce que ce problème n'est pas entretenu par nos chefs de parti eux-mêmes? Il est difficile de dissocier la vie des... Moi, j'ai vu un certain nombre de courriers du docteur Oumar Mariko qui sont adressés
au président russe, et je crois à la communauté internationale aussi et tout ça. Et il faut, et comme vous l'avez dit, il faut faire les distinguos entre ces courriers, par exemple, en regardant les en-têtes. Est-ce que c'est c'est l'en-tête du parti? Est-ce que c'est seulement les citoyens Omar Mariko qui a signé ces lettres-là et tout ça? Il faut tenir compte de tout ça. Mais aussi, on ne peut pas, comme le Premier ministre Choguel l'a dit l'autre jour, par rapport à son livre, les gens qui se permettent de critiquer son livre sans le lire, pour lui, c'est pas juste, quoi. Et moi, je pense que c'est normal. On ne peut pas critiquer la procédure du ministère de l'administration territoriale sans voir la requête pour savoir qu'est-ce qui est réellement dedans. Vous voyez un peu? Donc, c'est sur la base de cette lecture qu'on découvre qu'est-ce qui est dans la lettre, qu'est-ce que le département reproche, qu'est-ce que l'État, si vous voulez, reproche réellement au parti. Est-ce que ces reproches-là, pour notre propre analyse, sont conséquents jusqu'à atteindre la dissolution ou pas. Et je pense que cette mission incombe aujourd'hui aux juges qui vont statuer. Et à ce niveau-là, c'est la forme qui a été jugée, selon ce que tu dis. Donc le fond là, essayons de voir qu'est-ce qui va être le fond. On ne peut pas... Au contraire, je pense que ce sera très léger pour un État de commencer une procédure aussi importante et que pour seulement les questions de forme, et puis laisse tomber pour dire... Bon, ça veut dire que vous, votre souhait, moi, je dis que ça a été très clair. Justice soit faite. Des acteurs politiques même se sont satisfaits du fait que les juges ont pris les responsabilités pour rendre ce verdict en déboutant le contentieux de l'État qui représente le ministère de l'administration territoriale. Ils ont émis même le vœu qu'ils n'interjettent pas appel, c'est-à-dire à continuer la procédure. Oui, je crois que c'est purement social. Il ne faut plus tout avoir le souci de la stabilité. On est en politique. Mais aujourd'hui, je crois que tous ceux qui contribuent à l'apaisement du climat, moi je crois qu'il faut opter pour. Très bien, on va suivre ça dans les semaines à venir. Je le dis pratiquement à la fin de chaque émission, mais ça on va le suivre dans les semaines à venir éventuellement. Ça c'est extrêmement important parce que il faut que justice soit faite. Et justice se faisant, le parti peut gagner comme l'État peut gagner. Nous verrons les développements par rapport à cette affaire. Nous ne manquerons pas d'en reparler sur ce plateau. Merci à vous. J'allais dire docteur. Docteur, sous-directeur de publication de Malikili. Merci à Laya Diarra du soir de Bamako d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À mercredi prochain, Inch'Allah, bonne soirée.